Merci de nous donner l'occasion. Je suis à côté de Madame Lo, ma pharmacie, et de Mamadou Massali, tous membres fondateurs de notre organisation et avec qui nous avons mené tous les combats au plan politique. Vous me donnez là l'occasion de revenir sur ces déclarations. Moi-même, j'ai eu des échos pour dire que le bilan n'est pas positif à Taïba Ndiaye, qu'il y aurait même des abris provisoires. Je dois vous dire, vous-même qui m'avez côtoyé depuis plus de 20 ans, qu'en termes de bilan, aujourd'hui, Taïba Ndiaye n'a rien à envoyer à aucune commune du Sénégal. Nous sommes l'une des premières communes à avoir réalisé l'objectif des 5 accès tels que prônés par le président Macky Sall. Pour l'éducation, on aura l'occasion de vous faire le bilan de ce que nous avons fait en termes de construction de lycées et CM et d'écoles primaires. Même chose pour la santé. Et dans 3 secteurs, adduction d'eau, où nous avons réalisé 100% de nos villages alimentés depuis 6 ans, 7 ans. Sur le désenclavement, nous sommes l'une des rares communes aussi à avoir désenclavé tous nos villages et que maintenant nous commençons même à bitumer ces pistes déjà réalisées pour véritablement faciliter l'accès des populations. Et troisièmement, en ce qui concerne l'électricité, nous sommes en train, dans un mois, de faire aussi 100%. Tous les 35 villages seront alimentés également en électricité. Donc nous pouvons dire que l'horizon qui est projeté, nous sommes nous en train, en 2020, de réaliser 100% pour les 5 accès. Et ce que je vous dis là, je vous inviterai à Taïba Ndiaye pour écouter les populations de Taïba Ndiaye pour vivre avec eux directement toutes ces réalisations dont j'ai parlé. Je suis là depuis 1990 et c'est donc pour moi l'occasion de rendre grâce à Dieu. Ce bilan, si je l'ai réalisé, je pense que c'est grâce à mon expérience, grâce également à l'appui de l'État et des partenaires au développement avec qui nous travaillons depuis bientôt 30 ans. Oui, c'est une cabale politique des jeunes émigrés qui sont à l'extérieur et qui chaque année, à pareil moment, descendent pour dire qu'ils sont prétendants pour être maires. Je pense que les populations de Taïba Ndiaye auront à apprécier au moment opportun dans quel sens il faudrait agir. Et je ne pense pas que ce soit ces jeunes-là qui sont venus des jeunes Cézou qui vraiment vont perturber et emporter les populations dans leurs déclarations sans fondement. Ils ont aussi eu à décrier en disant que le parc éolien est polluant, ce qui est contradictoire. Tout le monde sait que l'énergie éolienne est une énergie propre qui ne dégage aucune pollution. Et donc c'est paradoxal qu'ils choisissent cet exemple. Et ce projet, je peux dire que c'est l'un des meilleurs projets à mon sens que j'ai eu à porter pendant une dizaine d'années parce que j'y croyais et aujourd'hui je pense que j'ai eu raison. C'est un investissement de près de 200 milliards. Un projet qui va durer 20 ans, qui n'est pas exonéré, qui va payer ses taxes fiscales au niveau de la commune et qui entend pendant les 20 ans accompagner également par la RSE toutes les populations de la localité. Pour ceux qui ont déjà réalisé, alors qu'ils sont en phase de construction, ils ont déjà réalisé presque 80 à 100 millions d'investissements à travers les marchés. Ils ont construit déjà les marchés de Mbayenne, de Taïba Ndiaye. La salle informatique va être inaugurée. Ils ont également envisagé d'investir dans l'adduction d'eau et surtout dans le maraîchage pour mettre en place une surface d'exploitation à titre de test pour que demain nous puissions avoir des forages et permettre aux populations de travailler pendant 12 mois sur 12. Et pendant la phase de construction, c'est près de 300 jeunes dont les 2 tiers appartiennent à la commune qui y travaillent. Depuis donc 1 an et quelques, le projet est en construction. Ils sont en train également de former des jeunes pour que demain, toutes les entreprises qui sont dans la localité, les ICS, le Tobin Power, GCO, que ces jeunes-là puissent avoir les capacités techniques pour pouvoir également trouver un emploi. Je pense que ce parc, et en termes d'indemnisation, contrairement à ce qu'ils ont dit, rarement un projet n'a indemnisé autant.
au-delà du programme, du projet, du barème de l'État, le parc éolien a indemnisé les populations pour arriver à 3 millions d'hectares. 3 millions d'hectares, c'est-à-dire le double de ce que le barème national prévoit. Et il n'était pas obligé de le faire. Je pense que ceux qui décrient, disant que ce projet n'est pas bon, ils sont mal tombés. Et dans les prochains jours, ce parc est sélectionné par la Banque mondiale, les partenaires techniques au développement, pour faire partie des 5 meilleurs projets en Afrique et sera primé le 20 prochain, le 20 janvier, à Londres, avec le président Macky Sall et plusieurs chefs d'État qui seront invités. C'est une simple intoxication et les populations bénéficiaires n'ont pas dit ce que ces jeunes-là ont dit. Parce que le président, le père même de ces jeunes, je ne sais pas, je ne veux même pas prononcer son nom, il a reçu 12 millions et c'est le président du collectif des personnes impactées. Donc je pense qu'il raconte des histoires et que ce parc aujourd'hui constitue la fierté du Sénégal et répond également à la préoccupation du président Macky Sall pour aller vers le mix énergétique. Rien que ce parc, avec ses 158 mégas, ça représente plus de 50% de l'ensemble des centrales solaires installées. Non, plus de 100% des centrales. C'est-à-dire donc que l'objectif d'aller à 20-30%, ce parc constitue une avancée certaine et aujourd'hui la fierté des partenaires techniques au développement, ce qui explique le fait que ce soit primé prochainement à Londres. Je pense qu'il ne faut pas faire amalgame. C'est également à la demande de l'opposition que ces élections ont été reportées. Aujourd'hui, dans les dossiers du dialogue national, figure certainement la fixation de la prochaine date. Le ministre de l'Intérieur a amené le projet de la loi que nous avons voté pour dire que ces élections auront lieu au plus tard le 31 mars 2021. Mais le ministre a eu à dire que si dans 3 mois, on disait que la date est fixée, ils sont prêts à l'organiser. Donc je pense que c'est un faux problème. On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Nous voulons aller à des élections libres, transparentes, non contestées, ce qui, bien entendu, exige que les acteurs se parlent, l'État, les coalitions au pouvoir et l'opposition puissent s'entendre sur le processus électoral, sur la révision du fichier et de manière à ce que nous puissions aller vers des élections non contestées. Je crois que cela n'a pas de prix et quelle que soit la durée, l'essentiel c'est que nous puissions aller véritablement dans un consensus comme cela a été le cas en 1992. Non, tout ça c'est des rumeurs. Lui-même, le président Moustapha Niasse, a eu à l'occasion d'une réunion du bureau à dire que c'est des rumeurs non fondées, qu'il n'a jamais déclaré qu'il allait démissionner et que même le président Macky Sall lui-même a été surpris d'entendre cela dans la presse. Donc c'est simplement des rumeurs, mais le président Niasse est encore là, portant, et il ne pense pas démissionner. Je pense qu'il faut y croire parce qu'on ne peut pas faire du développement dans la situation que présente la plupart de nos communes. Je pense que cet appel pour que tous les premiers samedis du mois soit consacré à une action citoyenne, au-delà même de l'action politique, que l'ensemble des populations puissent s'investir pour rendre les villes et villages propres. Nous y adhérons et nous, personnellement, nous sommes en train de nous organiser pour que, véritablement, le premier samedi de chaque mois, comme cela a été demandé, que les élus que nous sommes, mais aussi avec les jeunes, les femmes, l'ensemble des acteurs, que nous puissions véritablement rendre le Sénégal propre. Espérons que cette fois-ci, ce ne sera pas la même chose, parce qu'il y va de notre intérêt. Un cadre de vie amélioré, vraiment un Sénégal propre. Tout le monde doit, nous pensons que le Sénégal, dans les prochaines années, va encore attirer des partenaires, des investisseurs. Et pour vendre donc le Sénégal, nous avons besoin de rendre ce Sénégal propre. Et ce n'est pas un problème de l'État. C'est un problème citoyen de l'ensemble des populations pour que nous puissions ensemble relever le défi. Et moi, j'ai bon espoir que nous sommes capables de le réussir. Il faut, comme l'a dit le président de la République, vraiment regretter ce qui s'est passé, que les Chinois qui ont quand même contribué à relever le prix, parce que le prix de 210 francs, c'est un prix plancher.
Si des partenaires arrivent à 250 voire 300 francs, il y va de l'intérêt du producteur. Maintenant, il appartient à l'État d'apprécier et de faire pour que d'abord le capital semencier soit sauvé. Et nous avons entendu le ministre de l'Agriculture dire qu'il y a déjà 50% de ce capital qui est sécurisé. Je crois que cela est important. Deuxièmement, permettre également que nos usines, en particulier la Sonacos, qui est quand même le bras technique de l'État dans ce domaine-là, que la Sonacos également, que ces usines puissent tourner. Dans le cas contraire, ce serait grave d'abord pour le personnel qui ne pourrait pas travailler, mais également pour la transformation de nos huiles. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons davantage besoin de transformer nos matières premières, faute de quoi nous serons enclins à aller vers l'importation, ce qui va encore détériorer notre balance de paiement et notre balance commerciale. Je pense donc qu'il appartient aujourd'hui à l'État, et l'État est en train d'apprécier les ministres des Finances, le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture, pour voir quelles sont les voies et moyens pour véritablement permettre à ce que ce prix soit suffisamment rémunérateur, de manière à ce que nous puissions sauver les semences, permettre aux huiliers, en particulier à la Sonacos, de tourner, mais également sécuriser définitivement le capital semencier. Je suis un pur produit du monde rural. Quand j'ai accepté d'avoir le mandat de PCR, beaucoup de cadres n'y croyaient pas. C'est aujourd'hui, et ma première satisfaction, c'est de voir aujourd'hui que pour l'essentiel des communes, à la tête de ces communes, nous avons des cadres de tous les niveaux. Ce n'était pas le cas en 1990, à l'occasion de mon premier mandat. Ce n'était pas le cas quand il fallait organiser ces présidents de communautés rurales qui ne recevaient presque rien de l'État et qui, en définitive, aujourd'hui, il n'y a aucun complexe pour les cadres à s'impliquer, à prendre un mandat local pour participer au développement de leur localité. C'est donc pour moi une satisfaction véritablement que je dois noter.